Bon, on va commencer ça. Je partage mon écran, ce ne sera pas bien long. Et voilà. Fait que j'assume que vous voyez mon écran présentement. Bonjour tout le monde. Très content que vous soyez là dans la présentation sur la biomasse forestière résiduelle. La présentation a une formule relativement peu commune. Ce n'est pas juste une espèce de webinaire où je présente un PowerPoint. Il y a aussi un quiz interactif qui vient avec ça. Je vais vous parler plus en détail de ça plus tard, là. Je vais commencer par faire une petite introduction de quelques diapos et ensuite, je vais vous dire comment rejoindre le quiz. Fait qu'on met un petit peu de peps à la présentation pour rajouter un petit peu de plaisir. Donc, biomasse forestière résiduelle, je vois quelques noms dans les participants que je reconnais. Donc, il y en a parmi vous qui connaissez déjà un petit peu la filière, mais je vais quand même vous la présenter en détail. Qu'est-ce que la biomasse forestière résiduelle? C'est une source d'énergie renouvelable, locale, propre et malheureusement méconnue. Mais c'est justement pour ça qu'on fait des présentations comme ça chez Nature Québec. On veut que ça soit plus méconnu. C'est une énergie locale parce que ça vient tout simplement de nos forêts. Ça pousse en forêt ou ça vient de nos industries à nous qui produisent ça comme déchets. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est renouvelable parce qu'en réalité, c'est de la biomasse forestière résiduelle, c'est des résidus. La biomasse forestière résiduelle vient sous trois formes, trois formes de combustible. Premièrement, les plaquettes ou encore copeaux, mais dans le jargon, on appelle surtout ça des plaquettes énergétiques. Ça ressemble un peu aux paillis qu'on trouve dans les parcs, mais dans le sens que c'est des particules de taille différente, ce n'est pas uniforme. C'est des petits morceaux de bois broyés qui sont souvent plus humides, autour de 35 d'humidité généralement. Ça nécessite moins de transformation, donc c'est souvent moins cher. C'est aussi très efficace pour les grosses chaufferies avec des puissances autour de 200 mégawatts et autour de ça. Alors que les granules, par exemple, c'est souvent plus efficace pour les petites chaufferies. Les granules, c'est ce combustible-là qui est le plus utilisé dans le monde, surtout en Europe. C'est vraiment très populaire, les granules là-bas. Ici aussi, mais moins qu'en Europe. On pousse justement pour que ça devienne plus populaire. C'est des particules ligneuses pressées ensemble de manière uniforme. Donc, contrairement aux plaquettes, ce n'est pas la largeur, la longueur, le taux d'humidité, tout ça, c'est standardisé. Toutes les compagnies, généralement, ils produisent quelque chose de très semblable. Ça amène un côté pratique parce que les chaufferies aux granules, pas besoin de trouver le bon combustible pour ça parce que les granules sont presque toutes pareilles. Il y a des granules de bois dur, il y a des granules de bois mou. Ça crée quelques différences, mais généralement, c'est assez uniforme. C'est sec, comme je disais, c'est beaucoup plus sec que les plaquettes, taux d'humidité autour de 5 à 8 il n'y a aucune colle ni additif. Même si on regarde les granules, là, ils ont l'air luisantes un petit peu. On dirait qu'il y a des produits chimiques utilisés pour coller ça. Eh bien non, c'est de la lignine tout simplement. Quand c'est pressé avec le processus de fabrication, avec la pression et la chaleur, ça transforme la lignine en colle à bois. Fait que c'est comme ça que les particules se tiennent ensemble. Et dernièrement, à part les plaquettes et les granules, il y a aussi d'autres formes que la biomasse peut adopter. On voit souvent les écorces, les centrales de cogénération utilisent souvent ça, les écorces. Le brin de scie, il y a des chaufferies qui sont faites pour brûler du brin de scie. Il y a des bûches intactes, dans le sens que c'est direct des arbres coupés qu'on réutilise sous forme de bûches, qu'on les met direct dans la chaufferie. Il y a des compagnies comme Sequoia qui en font souvent, qui vendent souvent des chaufferies aux bûches. Il y a aussi les bûches compactes, que ça, c'est exactement le même intrant que les granules, c'est-à-dire souvent des brins de scie ou des résidus comme ça. Ils compressent ensemble pour former des bûches qui peuvent brûler pendant des heures. Ils font même des bûches de nuit qui peuvent brûler pendant 8 heures. C'est très pratique pour le chauffage. Le principe de la biomasse, c'est pas juste de brûler du bois pour brûler du bois, c'est de substituer les combustibles fossiles par la biomasse forestière résiduelle pour le chauffage ou pour les procédés industriels. Tout ça dans une optique de contribution à la transition énergétique. Parce que si on substitue un système de chauffage d'un bâtiment qui se chauffe déjà aux énergies renouvelables, par exemple à l'hydroélectricité, la géothermie, peu importe,
ce n'est pas très gagnant en termes de bilan carbone. Mais par contre, quand on substitue des bâtiments qui se chauffent au combustible fossile, là, par contre, ça devient très winner. Il y a plusieurs cas qu'on regarde souvent un haut potentiel de conversion. Ce n'est pas une liste exhaustive. Il y a aussi il y a une petite liste juste ici, là, mais ce n'est pas une liste exhaustive. Il y a plusieurs cas où il y a un haut potentiel de conversion qui ne sont pas dans cette liste-là, mais ça, c'est les cas, je dirais, les plus fréquents. Séchage de grains, ébullition d'eau d'érable, chauffage de serre, chauffage de piscine, chauffage de gros bâtiments comme les bâtiments municipaux, institutionnels. Il y a des hôpitaux aussi qui se chauffent à la biomasse, chauffage de poulailler, etc. Ça, c'est des cas où il y a souvent un fort potentiel de conversion. Je vais en revenir un petit peu plus tard sur c'est quoi le concept de potentiel de conversion. Il y a ce qui existe, il y a les réseaux de chaleur qui existent, que ça, c'est un système de chauffage centralisé qui distribue ce qu'on appelle un caloporteur. Caloporteur, c'est juste un très beau terme qui signifie le fluide qui contient la chaleur qu'on veut envoyer dans les bâtiments environnants pour les chauffer. Ça peut être de l'eau, de l'air, de la vapeur. Généralement, c'est plus de l'eau qui est gagnant, mais ça peut être d'autres choses. Donc, les réseaux de chaleur, c'est un système de chauffage centralisé qui peut distribuer de la chaleur à plusieurs bâtiments jusqu'à parfois des dizaines. Il y a l'exemple ici de la municipalité de Coz-Obscal dans la vallée de la Matapédia. Ça a été un des pionniers, cette municipalité-là, parce que dans ce temps-là, il n'y avait pas encore des municipalités qui avaient des réseaux de chaleur. Là, il y en a de plus en plus. On en connaît plusieurs. Coz-Obscal, ça a été une des premières. Il chauffe 7 bâtiments à la biomasse depuis 2012, incluant la caserne de pompiers, la piscine municipale, il me semble, l'école, l'église, la salle culturelle, etc. Donc, très pratique la biomasse pour un système de chauffage centralisé. On se badre moins de la tâche du chauffage. Pourquoi on veut chauffer à la biomasse? Comme j'ai dit tantôt, c'est pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre et lutter contre les changements climatiques, substituer les combustibles fossiles qui sont le principal contributeur au changement climatique. Eh bien, ça contribue à la lutte contre la dépendance aux combustibles fossiles, ce qui est un petit peu l'enjeu ou un des gros enjeux de l'heure. On peut faire des économies sur les coûts de chauffage avec la biomasse. Ça propulse une filière qui vitalise les régions et ça encourage, comme je disais tantôt, l'achat local. Donc, maintenant, c'est l'heure du quiz. Comme je vous disais tantôt, vous allez pouvoir participer à la présentation et non juste la regarder. Donc, pour ce faire, ne quittez pas le Zoom, c'est bien important parce qu'il faut que vous m'entendiez parler. Je vais faire des compléments d'information à chaque diapo. Prenez votre téléphone. Si vous êtes sur votre ordinateur, je vous incite à prendre votre téléphone pour répondre au quiz. Ou si vous n'avez pas le choix de prendre un seul appareil, vous restez sur le même appareil, faites juste vous ouvrir une nouvelle fenêtre pour répondre au quiz. Rendez-vous sur le site web joinmyquiz.com, juste ici, joinmyquiz.com. Et une fois que vous êtes sur joinmyquiz.com, ils vont vous demander un code d'adhésion. Le code d'adhésion, le voici, 015 421. Fait que je vais vous laisser une petite minute pour vous brancher sur le quiz. Donc, le site web, c'est joinmyquiz.com. Je ne sais pas pourquoi il y a un /pro. En tout cas, vous n'êtes pas obligé d'écrire le /pro. Joinmyquiz.com, ça fait la job. Et écrivez 015 421. Parfait. Je vois déjà qu'il y a 9 personnes qui se sont joints. Excellent. Je vais attendre un petit peu. Je pense qu'on est 10 dans la présentation. C'est moi le 10e. Bon, je ne vais pas attendre d'abord. C'est parti pour le quiz. Donc, première question. La biomasse forestière résiduelle fait, selon le GIEC, partie des options pour lutter contre les changements climatiques. Vrai ou faux? Là, ceux qui sont sur leur ordinateur et qui voient le Zoom encore, là, vous voyez, il y a un leaderboard juste ici. Bon, Marie-Ève, bravo Marie-Ève, vous êtes la première. Excellent, bel job, ça commence bien. Donc, la biomasse forestière, oui, c'est vrai, selon le GIEC, ça fait partie de la solution pour lutter contre les changements climatiques. Je vous ai mis ici 2 belles citations qui proviennent d'un rapport qui a été publié en 2011 par le GIEC. Je vais vous les traduire. La bioénergie a un potentiel significatif de réduire les émissions de gaz à effet de serre si les ressources sont développées de manière durable et si des technologies efficaces sont appliquées. Deuxième citation,
le potentiel de réduction de gaz à effet de serre global de l'énergie à la biomasse provenant du secteur de la forêt est estimé d'atteindre 400 mégatonnes de CO2 par année jusqu'à 2030. Donc, ce n'est pas négligeable. C'est vraiment, à elle seule, la biomasse ne peut pas complètement éradiquer les changements climatiques. C'est certain, il n'y a pas de solution miracle, mais c'est hors de tout doute que ça fait partie de la solution. Prochaine question. Parmi les sources de biomasse forestière résiduelle suivantes, laquelle n'est pas éco-responsable? La bonne réponse était les arbres verts. On regarde un petit peu le leaderboard. Est-ce que Marie-Ève mène toujours? Ah, non, là, c'est rendu ER. Bien joué, ER. Allons voir l'explication. Donc, je vais passer chaque point un par un. Premièrement, les résidus CRD, construction, rénovation, démolition, c'est éco-responsable de brûler ça parce qu'autrement, il aurait fini, bien, on parle ici des résidus sans preneur, il aurait autrement fini incinéré ou enfoui. S'il avait fini incinéré, ça n'aurait rien changé, il aurait été brûlé de toute façon. S'il avait été enfoui, ça aurait été aussi, bien, ça n'aurait rien changé ou encore ça aurait été pire parce que les déchets organiques enfouis, ils se décomposent. Ils émettent ainsi du CO2, mais pas juste du CO2, parce que dans les sites d'enfouissement, il n'y a pas juste du CO2 qui est émis, c'est souvent des processus de décomposition anaérobie qu'on appelle. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'oxygène d'impliqué. Et ça ne crée pas du CO2, ça crée plutôt du méthane. Comme vous le savez, le méthane, c'est un gaz à effet de serre 21-25 fois pire que plus efficace en termes d'effet de serre que le CO2. Donc, un atome de carbone, avoir le choix entre le transformer en méthane ou le transformer en CO2, aussi bien le transformer en CO2 parce que le méthane, c'est pire. Les arbres verts, c'était la bonne réponse. C'était le choix qui n'était pas éco-responsable. Les arbres verts, pourquoi ce n'est pas éco-responsable? Parce que si on ne les coupait pas pour produire de la biomasse, ils auraient continué de pousser, donc de séquestrer du carbone dans leur bois. Et ensuite, quand ils ont fini de pousser, puis ensuite ils viennent à mourir, ils restent debout pendant longtemps, en se décomposant, oui, mais en se décomposant pas si vite que ça. Ensuite, ils finissent par tomber. Une fois qu'ils sont tombés, c'est là que la décomposition entre vraiment à grande vitesse. Et une fois que cet arbre-là a fini de pousser, tomber et fini de se décomposer, eh bien, ça prend beaucoup de temps. Ça peut prendre ça peut prendre des dizaines, ça peut prendre plus que 100 ans, ça peut prendre même 200 ans. Donc, si on brûle au complet le bois contenu dans cet arbre-là, on vient prendre des gaz à effet de serre émis sur 200 ans et on les émet en une semaine. Donc, ce n'est pas très avantageux de brûler des arbres verts. Heureusement, au Québec, à ma connaissance, il n'y a pas d'arbres verts qui sont coupés exprès pour la biomasse. Ça se fait ailleurs dans le monde, mais heureusement, ici, ça ne se fait pas a priori. Les résidus de coupe, pourquoi c'est éco-responsable de brûler ça? Parce que si on ne les brûlait pas, ils se seraient décomposés seulement en quelques années sur le parterre de coupe. On parle ici de 5-10 ans maximum environ. Donc, prendre des gaz à effet de serre qui se seraient émis sur une courte période comme ça, les émettre tout d'un coup, c'est acceptable. Dans une optique de substitution des combustibles fossiles, on arrive, ça balance pour le bilan carbone, on vient économiser des émissions. Et les résidus de coupe après perturbation, pourquoi c'est éco-responsable de brûler ça? C'est parce que souvent, ces résidus-là, ils sont extraits de toute façon du site de coupe parce que, là, je vous parle un petit peu de l'aménagement forestier au Québec. Là. Les coupes de récupération, c'est souvent entrepris pour favoriser le reboisement, pour favoriser la sécurité lors d'un futur reboisement manuel, là, quand on plante des arbres, favoriser la sécurité lors de la chasse, pour diverses autres raisons écologiques. Donc, la coupe de récupération, c'est l'action de récupérer du bois issu d'un peuplement de forêts morts, atteint d'une perturbation comme, mettons, des insectes, une maladie, etc. On récupère ce bois-là pour favoriser plusieurs choses dans le site forestier. Donc, tant qu'à faire, pourquoi ne pas prendre ces résidus-là et les valoriser sous forme de biomasse? Ça fait juste joindre l'utile à l'agréable. C'est sûr que là, s'il y a des gros troncs énormes qui se seraient décomposés sur des dizaines et des dizaines d'années,
c'est mieux de les laisser sur place. Et encore une fois, c'est beaucoup mieux de prendre les résidus comme. De toute façon, le bois mort qui est assez gros, de dimension marchande qu'on appelle, il est souvent récupéré pour le transformer en bois d'œuvre, donc on n'a pas à le brûler de toute façon, il n'est pas disponible. Mais les résidus qui sont issus de ça, là, par contre, c'est une bonne idée de les valoriser. Prochaine question. La combustion de biomasse forestière est carboneutre. Vrai ou faux? Quand vous avez répondu, juste à cliquer sur la flèche mauve en bas à droite sur votre questionnaire. Il y a une petite flèche mauve en bas à droite de votre questionnaire. Et voilà. Là, je vous ai joué un tour dans cette question-là. Là. On va voir c'est qui l'a eu. Le leaderboard. Oh, R qui est encore en train de mener. Incroyable. La bonne réponse était vrai et faux. Je pense que je n'ai eu quelques-uns là, dans cette question-là. C'était une question piège. Donc, commençons par dire pourquoi on dit que la biomasse, c'est carboneutre. Parce que si la biomasse n'avait pas été brûlée, si elle n'avait pas été brûlée, elle aurait émis autant de GES en se décomposant. Donc, brûlée ou pas brûlée, ça ne change rien pour la quantité de GES émise dans l'atmosphère au final. Ça, c'est un fait. Peu importe la source de la biomasse, que ce soit des résidus de coupe, que ce soit des résidus CRD, que ce soit des arbres verts debout, après un certain nombre d'années qui peut varier, ça peut être 5 ans, ça peut être 150 ans, qu'on le brûle ou qu'on le brûle pas, il y a autant de CO2 qui se ramasse dans l'atmosphère. C'est pour ça qu'on dit que c'est carboneutre. Cependant, pourquoi on dit que ce n'est pas carboneutre? C'est que ce CO2-là, quand on le brûle, il est émis d'un seul coup. Alors que si on ne l'avait pas brûlé, si on n'avait, par exemple, pas coupé les arbres, là, je prends cet exemple-là parce que c'est l'exemple pour dramatiser le plus, là, mais si on n'avait pas coupé les arbres, ce CO2-là aurait été émis dans l'atmosphère, oui, mais sur une échelle très longue. Il n'y aurait pas eu de concentration de CO2 qui serait émis tout en même temps dans l'atmosphère. Et de toute façon, les changements climatiques, dans 200 ans, ça se peut que ce soit trop tard pour se soucier de ça. Donc, le mieux, c'est de prendre des résidus. C'est ça, biomasse forestière résiduelle, hein, comme le titre de la présentation l'indique. Le mieux, c'est de prendre des résidus qui, eux, se décomposeraient anyway en pas grand temps. Comme ça, si on les brûle, oui, ça les émet pratiquement instantanément, mais de toute façon, ils auraient été émis dans pas grand temps de toute façon. Donc, on peut assumer que les résidus, OK, ils peuvent être carboneutres, mais ce n'est pas le cas à proprement parler, ce n'est pas le cas parce qu'on entraîne une dette carbone. La dette carbone, c'est le temps que ça prend pour rembourser le carbone qu'on a émis tout d'un coup, le temps que ça aurait pris pour qu'il soit émis au complet. En tenant compte, bien sûr, des combustibles fossiles qu'on brûle à la base, là, qui eux autres aussi émettent des GES, mais que si on les substitue par la biomasse, c'est remplacé. Et bien, cette dette carbone-là, avec les arbres verts, est très, 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 très longue. Dette carbone de plus de 100 ans selon certaines études, alors que les résidus de coupe ou les résidus CRD, par exemple, leur dette carbone est assez courte, très souvent moins de 10 ans. Donc, c'est sûr que là, quand on parle de biomasse forestière résiduelle, il faut que ce soit résiduel. Si ce n'est pas résiduel, ça ne devient vraiment pas une bonne idée niveau bilan carbone à la valoriser. Prochaine question. Quelles sont les énergies qui coûtent souvent plus cher que la biomasse forestière résiduelle? Donc, ici, il y a plusieurs choix de réponse. Là. Sélectionnez tout seul que vous pensez qui s'applique et ensuite, appuyez sur le petit bouton mauve en bas à droite. Leaderboard. Oh, 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 il y a des changements dans le score. Oh, il y en a quelques-uns qui les ont eus et c'était toutes ces réponses. Encore une fois, une question un petit peu piège. J'aime bien ça faire des questions pièges. Je trouve ça très drôle. Donc, toutes ces réponses. La firme Ecotech Consultant, là, on ne parle pas d'Ecotech Québec, les organisateurs de la Semaine de l'économie verte. Là. Eux autres, ils écrivent leur nom avec un H, alors qu'Ecotech Consultant, il n'y a pas de H. Eh bien, selon une étude d'Ecotech Consultant menée en 2012, la biomasse coûte 71 moins cher que le mazout, 71 moins cher que le mazout, 72 moins cher que le propane, 51 moins cher que le gaz naturel, 34 à 72 moins cher que l'électricité selon les tarifs industriels.
Ça, c'est sûr que il faut en prendre puis en laisser parce que ce n'est pas des valeurs absolues, ça, c'est des moyennes, c'est des mesures de tendance centrale. Ce n'est pas le cas dans tous les cas. Là. Il y a des projets parfois que, pour X raisons, question d'approvisionnement, la situation géographique, peu importe, ou en tout cas, peu importe la raison, la biomasse, des fois, est plus chère que l'électricité, des fois, est plus chère que le gaz naturel, etc. Mais ces chiffres-là, ce que ça dit, c'est que la majorité du temps, c'est moins cher que tout ça. Bien sûr, c'est une étude qui date de 2012, mais ça fait depuis ce temps-là, les combustibles fossiles ont augmenté beaucoup en prix. Donc, on peut juste assumer que ces chiffres-là ont augmenté. Fait que c'est sûr, ces chiffres-là ont changé depuis 2012, mais on peut encore se fier sur le message global qui dit que c'est moins cher que toutes ces sources d'énergie-là. Prochaine question. De quel ordre sont les économies annuelles des utilisateurs de biomasse en moyenne? Est-ce que c'est des milliers de dollars, des dizaines de milliers de dollars ou des centaines de milliers de dollars? On va aller voir le leaderboard. Je ne sais pas si vous le voyez, le leaderboard, mais en tout cas, je le regarde et je le décris. Toujours ER. Je ne sais pas c'est qui ER qui est en première position. Donc, dizaines de milliers de dollars. Ici, il y a des statistiques qu'on a réalisées nous-mêmes chez Nature Québec. Là. Ça vient des études d'évaluation de potentiel. Les évaluations de potentiel, ça, je vous fais un petit résumé, c'est quoi? Pour une entreprise qui décide de se convertir à la biomasse forestière résiduelle, la première étape du processus, c'est de réaliser une évaluation de potentiel. Parce que, comme j'ai dit, ça arrive des fois qu'il n'y a pas de potentiel. La majorité du temps, il y en a, mais ça arrive des fois qu'il n'y en a pas. Donc, on ne veut pas investir pour une chaufferie à biomasse quand en réalité, on n'aurait pas dû, on n'a pas assez étudié le potentiel. Donc, c'est pour ça qu'on réalise une évaluation de potentiel. Eh bien, selon ces évaluations de potentiel-là, en moyenne, les économies annuelles, donc chaque année, on économise cette somme-là, c'est de 18 400 $. C'est sûr qu'il y a des très petits projets qui économisent moins de 1 000 $ par année. Il y en a des très gros qui économisent plus de 100 000 $, voire même plus de 200 000 $, ça s'est déjà vu par année. Mais en moyenne, c'est 18 400 $ que les utilisateurs économisent. Et il y a 54 des évaluations de potentiel qui estiment des économies annuelles de plus de 10 000 $. Donc, c'est la majorité, c'est plus que la moitié. C'est pour ça que quand on dit évaluation de potentiel, la majorité, ils disent que c'est gagnant. Bien, c'est vrai, c'est gagnant. Fait que ça, juste un petit message à propos de ces données-là. Là, c'est comme c'est écrit dans un petit caractère. Oups. Ça, c'est des statistiques qu'on a faites sur 5 régions du Québec, l'Abitibi-Témiscamingue, le Bas-Saint-Laurent, Capitale-Nationale, Centre du Québec et Chaudière-Appalaches. Pourquoi on n'a pas fait des statistiques sur toutes les régions? Tout simplement parce qu'on n'a pas encore eu le temps, mais on est en train de le faire. Quand je vais finir la présentation, je vais me remettre là-dessus. Et voilà, c'est ça pour les évaluations de potentiel. Comment que ça marche? C'est qu'il y a des scores. Ah non, ça, je vais en parler plus tard. J'avais prévu d'en parler plus tard. Il ne faut pas que je sois ahead of myself. Prochaine question. Quel est le taux maximal des coûts d'implantation d'une chaufferie à la biomasse qui peut être défrayé par les subventions du programme Bioénergie du gouvernement du Québec? C'était 75 %. On va aller voir le leaderboard. Jamal qui est rendu en première place. Bien joué, Jamal. Ça ne m'étonne pas, il connaît ça, la biomasse. Donc, 75 maximum qui peut être défrayé par le gouvernement du Québec, plutôt le MELC-FP, le ministère de l'Environnement, la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs. Donc, c'est vrai que quand on implante une chaufferie à la biomasse, c'est un processus coûteux, c'est certain, pas le choix. La machine coûte cher, etc. Heureusement, quand on substitue des combustibles fossiles par de la biomasse, on sauve beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre. Eh bien, cette subvention-là, le 75 %, c'est un maximum. Eh bien, ce qui détermine le montant précis du pourcentage, c'est proportionnellement à la quantité de gaz à effet de serre sauvé. Donc, plus un projet sauve des gaz à effet de serre, plus il est subventionné par le gouvernement du Québec.
Et quand on obtient la subvention, ça arrive quand même fréquemment que ça atteint 75 %. Eh bien, quand la subvention est reçue, eh bien là, le projet devient abordable. C'est là que des petits commerces des petits commerces sont capables d'emprunter cette avenue-là, de substituer leur chaufferie par une chaufferie à la biomasse. Avant 2021, cette subvention-là était à 50 %, mais là, elle a été augmentée à 75 % parce qu'on s'est rendu compte que la biomasse, ça pogne. Prochaine question. Quel pourcentage de la biomasse forestière résiduelle est récolté par coupe à blanc au Québec? Jacques Boucher, on n'a pas reçu votre réponse. On va aller voir le leaderboard. Toujours Jamal qui mène, bien joué. Lâchez pas. Donc, c'est 0 %. 0 %, tout simplement parce qu'il n'y en a pas de coupe à blanc au Québec. Ça a été banni depuis 1995. Bon, en tout cas, a priori. Les coupes à blanc, normalement, ça n'existe plus au Québec. Ça a été remplacé par une autre sorte de coupe qui s'appelle la CPRS, c'est-à-dire la coupe avec protection de la régénération des sols. Rassurez-vous, ce n'est pas juste un beau terme bien cute pour désigner des coupes à blanc. C'est une coupe différente. C'est une coupe que les arbres de moins de 10 cm de diamètre, ils sont laissés sur place, ils ne sont pas coupés pour favoriser le reboisement naturel. C'est une coupe qui laisse sur place des bandes riveraines autour des cours d'eau, ce qui est essentiel, absolument essentiel pour l'écologie. C'est une coupe qui limite la compaction et l'orniérage du sol, qui est absolument essentiel pour favoriser la repousse. Et c'est une coupe qui est pratiquée seulement en forêt équienne, c'est-à-dire une forêt tout le peuplement est à peu près du même âge. À part de ça, si ce n'est pas en forêt équienne, c'est souvent des coupes partielles qui sont faites. Donc, on entend souvent les détracteurs de la biomasse, je nommerai pas de nom, mais il y a des détracteurs de la biomasse qui disent si on favorise le marché de la biomasse, ça va favoriser la coupe à blanc. Ben, c'est faux. C'est faux, on ne peut pas favoriser quelque chose qui est banni. Prochaine question. En un an, quel est le potentiel d'émissions de GES évité par la substitution des combustibles fossiles par la biomasse forestière résiduelle en termes de voitures retirées des routes? Donc, autrement dit, les économies de gaz à effet de serre, c'est comme si on enlevait combien de chars de sur nos routes? Est-ce qu'on a perdu un joueur? Jacques Boucher, qu'est-ce qui se passe? On va aller voir le leaderboard. Hop! On dirait qu'il n'y a personne qui l'a eu, celle-là. Bon, puis ça veut dire que mes questions sont bonnes. Yes, sir, je vous ai appris quelque chose. C'était 35 000 voitures annuellement. Donc, il y a le collectif Vision Biomasse Québec, dont Nature Québec fait partie, et aussi Écotech Québec, les organisateurs de la Semaine de l'économie verte. Ils ont réalisé une étude il y a quelques années qui stipule que si on atteignait le plein potentiel du marché de la biomasse, tout en respectant bien sûr les contraintes de durabilité, ce serait 400 millions de litres de combustible fossile qui pourraient être sauvés au Québec, ce qui équivaut à retirer en termes de consommation 36 200 voitures de nos routes par année. Ça, comme j'ai dit, cette performance-là, ce serait atteint si le marché intérieur était plus développé. C'est justement ça qu'on essaye de faire par le biais de cette présentation. Prochaine question. Vrai ou faux, la combustion de biomasse forestière résiduelle est un danger pour notre atmosphère? Le retour de Jacques. Content de vous revoir parmi nous. Ceux-là, je pense qu'il y en a une couple qui vont l'avoir. Oui, c'est ça. Ça a augmenté de pas mal partout. Donc, c'était faux.
Oui, c'est sûr. Là, il y a des petites précisions à faire. Là, c'est faux. Ce n'est pas un danger pour notre atmosphère. Ça, c'est établi. Mais il faut quand même comprendre que ce n'est pas tout blanc, ce n'est pas tout noir, là. La combustion de biomasse forestière, c'est sûr, ça entraîne des particules fines, ça entraîne des émissions de gaz, etc., du dioxyde d'azote. Mais, puis parfois, d'ailleurs, ces émissions-là sont supérieures à celles des combustibles fossiles. Mais ce n'est pas dans tous les cas, là. Les granules et les plaquettes, ça a vraiment des petits facteurs d'émission comparé au mazout, ça gagne sur toute la ligne, là. Mais il y a parfois certaines substitutions qui peuvent être pas très gagnantes en termes d'émissions, mais le mais est gros, il faut s'en soucier du mais. Les chaufferies modernes, là, ils sont performantes, ils laissent échapper très peu de substances comparé aux vieux poêles à bois et ils respectent toutes les normes québécoises du règlement sur l'assainissement de l'atmosphère. Donc là, c'est sûr qu'il y a des émissions reliées à ça, mais tout est dans les règles. Il n'y a absolument rien qui est face à la loi là, qui est nuisible pour l'atmosphère. Euh, D'ailleurs, il y a beaucoup de systèmes d'épuration qu'on peut attacher aux chaufferies à la biomasse, là, comme par exemple, je vous sors des noms, là, des dépoussiéreurs multicyclones, des filtres à manches, des précipitateurs électrostatiques, des laveurs de gaz, etc. Il y a plusieurs sortes d'équipements qui viennent avec ça. Ces équipements-là s'améliorent d'année en année, la technologie s'améliore. Il y a différents systèmes d'épuration des émissions qui sont adaptés pour différentes machines. Il y en a qui sont adaptés pour les grosses puissances, comme les précipitateurs électrostatiques. Ce n'est pas très adapté pour les petites chaufferies. Il y en a qui sont complémentaires, comme le dépoussiéreur multicyclone puis le filtre à manche. Ils vont un petit peu ensemble. Il y en a un qui est fait pour absorber les petites particules. Il y en a qui sont faits pour absorber les grosses particules. En tout cas, donc, le message à comprendre, à retenir de ça, c'est qu'il faut être conscient qu'il y a des émissions reliées à ça, d'autres gaz que le CO2, autres polluants, mais ils respectent les normes et ils sont moins élevés que, entre autres, le charbon, entre autres, le mazout. Et la technologie ne cesse de s'améliorer pour diminuer ces émissions-là. Et en plus, une grosse chaufferie de même 3 mégawatts. Là, je ne sais pas si vous savez de quoi je parle en termes de 3 mégawatts, mais c'est une assez grosse chaufferie. Les émissions de tout ça, mettons une grosse chaufferie à granules, sont plus petites que les émissions d'un poêle à bois des années 80, par exemple. Donc là, il y a des émissions, mais il n'y a rien de dramatique. Ça ne va pas changer, ça va pas changer la donne pour notre atmosphère, loin de là. Prochaine question. Combien existe-t-il de fournisseurs d'équipements de chauffage à la biomasse au Québec, dans la province au complet? Il y a des changements il y a des changements dans le classement. Bien joué tout le monde, bien joué. Donc, il y en a plus que 20. Nous autres, à Nature Québec, on possède un répertoire d'équipementiers, donc de fournisseurs de chaufferies à la biomasse du Québec, qui regroupe actuellement 27 entreprises. C'est quand même pas pire. Le marché il est assez développé. Avant, c'est moi qui l'ai fait, ce répertoire-là. C'est moi qui ai fait le démarchage pour les trouver. Avant de le faire, je ne m'attendais pas à ce qu'il y en ait autant. Je m'attendais à ce qu'il y en ait un, deux, trois. Mais non, il y en a au moins 27, parce que là, nous autres, on ne les connaît pas toutes. On en connaît la grande majorité, mais on ne les connaît probablement pas toutes. Ces fournisseurs-là, ils sont en activité partout au Québec. Il y en a plusieurs qui sont basés dans la capitale nationale et en Chaudière-Appalaches. Vous avez peut-être vu passer des noms comme Sequoia, Argasner, Okofen, etc. Mais là, je ne les nommerai pas toutes. Il y en a beaucoup, mais il y en a qui sont relativement connus dans le monde du chauffage. Prochaine question. Qu'est-ce que la cogénération? On va aller voir dans le classement. Oh, 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 le podium a changé, là. Jamal, Marie-Ève, Claire, tabarouette.
que de revirements. Donc, la cogénération, c'est la génération simultanée de chaleur et d'électricité par la combustion de biomasse. Mais je n'ai pas le pouvoir de faire ça, malheureusement, mais je donnerais bien des points bonus à ceux qui ont répondu la génération de plaisir face à cette présentation. Puis je le prends comme un compliment. Donc, la cogénération, il y a plusieurs centrales de ça qui existent au Québec. La plus connue, c'est sans doute la cogénération Saint-Félicien, qui est aussi membre de Vision Biomasse Québec, une propriété de Greenleaf Power. Donc, comment ça fonctionne, la cogénération? C'est que ils achètent des résidus, souvent des écorces, comme je disais tantôt. Les écorces, c'est souvent un combustible qui est brûlé par les centrales de cogénération. Ils achètent ça pas trop cher ou des commerces aux alentours et ils vendent la chaleur à des clients thermiques qui se situent autour de l'usine et ils vendent l'électricité générée à Hydro-Québec. La cogénération, c'est, je crois, l'utilisation de la biomasse qui a la plus grande efficacité énergétique. On parle souvent de 85, voire même 90 d'efficacité énergétique. Alors que je ne sais pas si vous êtes au courant de ça, mais les centrales de charbon qu'il y a beaucoup en Europe, les centrales de co-combustion charbon-biomasse, l'efficacité énergétique de ça, c'est souvent autour de 45 alors que la cogénération, quand on a du bon équipement, comme c'est le cas au Québec pour, je crois, toutes les centrales de cogénération, l'efficacité énergétique est autour de 85 L'efficacité énergétique, c'est quoi? Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est il y a de l'énergie contenue dans notre combustible. À quel point cette énergie-là est transformée en chaleur et électricité qu'on peut utiliser. Donc, il y a 85 ça veut dire qu'il y a 15 de l'énergie contenue dans la biomasse qu'on ne peut pas utiliser, c'est des pertes. C'est impossible de ne pas avoir des pertes. Eh bien, on veut les minimiser. Bien, avec la cogénération, on les minimise pas mal. Prochaine question. La première étape dans une démarche d'implantation est une évaluation de potentiel de conversion. En moyenne, combien d'évaluations montrent un potentiel suffisant pour continuer les démarches? Tantôt, je vous parlais de 54 qui disaient que c'était au-dessus de 10 000 les économies annuelles, mais là, ce n'est pas la même chose. C'est le même document, les évaluations de potentiel, mais là, on ne parle pas des économies annuelles, on parle de combien recommandent d'aller de l'avant avec la biomasse. Claire est rendue deuxième. Bien joué. Incroyable. On parle de 77 donc la réponse était 75. Ça, c'est encore une fois des statistiques qu'on a faites avec les évaluations de potentiel de conversion avec lesquelles on a accès de notre partenaire, le service Forêt Énergie. Donc, comment ça marche, les évaluations de potentiel? C'est qu'il y a un score qui va de 1 à 10. Quand le score est inférieur à 4, ça ne vaut pas vraiment la peine. Économiquement, c'est risqué. On observe la période de retour sur investissement qu'on appelle la PRI est assez longue. Donc, les investissements, il ne suffirait pas à revoir notre investissement en termes d'économie annuelle avant un gros laps de temps. Ça ne vaut pas la peine. Mais de plus de 4 et plus, autrement dit, là, ça vaut la peine. L'implantation vaudrait la peine. Et quand le potentiel est supérieur à 7 sur 10, mais là, c'est plus juste que ça vaudrait la peine, c'est que c'est prioritaire. Il faut absolument faire ça. Les économies on ne peut pas passer à côté de ça. C'est un cadeau du ciel. Eh bien, il y a 77 des évaluations de potentiel réalisées par le service Forêt Énergie qui ils sont supérieurs à 4. Donc, quand on entend ça, ce qu'il faut comprendre, c'est vous avez le trois quarts des possibilités que ça soit une bonne idée de vous chauffer à la biomasse, que vous réaliserez des économies. Donc, c'est assez incroyable. Je trouve que c'est une statistique vraiment encourageante pour la filière. Prochaine question. Il ne nous en reste plus bien, il nous en reste 3, je crois, des questions. 3 questions. Quels avantages indirects peuvent être apportés par le chauffage à la biomasse forestière résiduelle? Il y a 2 bonnes réponses ici. Donc, juste à sélectionner les 2 réponses que vous voulez prendre. Ensuite, vous cliquez sur la flèche mauve en bas à droite de votre écran sur lequel vous répondez.
On va voir qui l'a eu. Ah, il y a quand même du monde qui l'ont eu. Tabarouette. Karine qui est rendue troisième. Bien joué, Karine. On aime ça. Donc, les bonnes réponses étaient A et C. Donc, A, le chauffage à la biomasse est bon pour les animaux. C'est vrai, ça sonne un petit peu niaiseux, mais non, c'est vrai, parce que c'est un chauffage sec. Contrairement à quand on brûle du propane, ça émet de la vapeur d'eau. Mais le chauffage à la biomasse, c'est un chauffage sec. Ça diminue l'humidité de l'air. Et ça, ce que ça fait, c'est que ça diminue le nombre de pathogènes aériens. Donc, ça augmente la qualité de l'air. Les animaux, souvent, ils ont une meilleure qualité de vie à cause de ça. Et même, là, c'est assez incroyable, là, mais il y a même des producteurs séricoles, donc des serres, là, des plantes, qui disent qu'à cause de ce chauffage-là, qui est un chauffage sec, ils ont vu leur rendement de production augmenter de 30 à 40 C'est assez incroyable. Tout ça à cause que l'air est déshumidifié par le chauffage à la biomasse. Donc, c'est juste là, c'est un autre avantage économique qui, lui, n'est pas calculé dans le potentiel de conversion. Le potentiel de conversion, c'est les coûts, les économies reliées au coût du combustible versus le coût des combustibles fossiles. Eh bien, si ça augmente notre production, ça augmente nos ventes. Donc, la période de retour sur investissement est encore plus courte. C'est ça qu'on veut. Ensuite, la deuxième bonne réponse était C. C'est un stabilisateur économique parce que la biomasse est à l'abri des fluctuations des prix des combustibles fossiles et aussi des crises. Donc là, on parle entre autres d'une crise récente là, qui est arrivée en 2019-2020, la crise du propane à cause du blocage ferroviaire et à cause de la grève. Bien, tout ça, ça peut avoir des impacts économiques assez importants. Et aussi les combustibles fossiles qui font tout le temps la montagne russe comme ça, qui augmentent, qui diminuent, surtout pendant la pandémie. Il n'y a personne qui aime ça, quelque chose qu'on ne connaît pas la valeur qu'il va avoir demain. Ce n'est pas agréable. Donc, la biomasse, oui, c'est sûr, ça fluctue un petit peu, là, comme n'importe quel combustible, mais c'est vraiment rien comparé au combustible fossile. Donc, ça a un effet de réduire l'anxiété par rapport à la fluctuation des prix des combustibles fossiles. Plusieurs avantages. Et non, malheureusement, la biomasse ne solutionne pas le problème de l'air chaud qui s'accumule au dernier étage parce que de la chaleur, c'est de la chaleur. Ça monte. Avant-dernière question, mesdames et messieurs. Quel organisme à but non lucratif offre un service d'accompagnement personnalisé dans une démarche de conversion vers un système de chauffage à la biomasse? J'espère que vous allez toute la voir, celui-là, là, avec l'image que j'ai mis dans la question. Bon, bien joué. On dirait que Jamal, il ne l'a pas eu, lui. Donc, c'était Nature Québec, dont je suis l'humble représentant ici dans la présentation. Fait que Nature Québec, c'est ça. Nous autres, ce qu'on fait, c'est qu'on offre un service d'accompagnement personnalisé dans une démarche de combustion de conversion vers un système de chauffage à la biomasse. Ça peut être un processus laborieux, comme la première étape, évaluation de potentiel de conversion. Il faut savoir quoi faire pour ça. Il y a parfois des études de préfaisabilité qu'il faut faire. Ça aussi, on ne sait pas nécessairement comment faire ça. Bien, Nature Québec est là pour conseiller. L'étape de demande de subvention, je vous parlais tantôt de la subvention de 75 de Transition énergétique Québec qui couvre non seulement les coûts de l'implantation, mais les coûts de l'ingénierie, la calibration, les honoraires des professionnels, la rédaction de rapports, etc. Tout ça, c'est des coûts couverts par la subvention. Eh bien, il faut faire la demande de subvention. Ça peut être compliqué. Bien, nous autres, on est là pour aider là-dedans. C'est un processus compliqué, mais si Nature Québec est là dans le décor, c'est un processus simple. Donc, on est bien fiers de pouvoir contribuer à l'essor et au rayonnement de cette filière prometteuse au Québec en collaborant avec les entreprises et les municipalités d'ici. Dernière question. Combien d'actuels utilisateurs de biomasse, donc les gens qui ont aujourd'hui un système, une chaufferie à biomasse en fonction, ont bénéficié du service d'accompagnement de Nature Québec dans leur démarche d'implantation d'une chaufferie jusqu'à maintenant? On va voir. Non, on va skipper le leaderboard pour là parce que quand le quiz va être fini, on va pouvoir voir le classement final.
Donc, c'était 70, mais en réalité, c'est 69, mais pour la question, j'ai choisi un chiffron. Nature Québec, on a accompagné 70 utilisateurs jusqu'à maintenant dans leur démarche de conversion. Puis ça, c'est sans compter ceux qui ont commencé une démarche, mais que finalement, ils ont laissé tomber, malheureusement. Il y en a quelques-uns. Eh bien, ceux qui utilisent aujourd'hui leur chaufferie, on en a accompagné 70 là-dedans. Donc, je vous laisse comprendre on commence à avoir de l'expérience dans le marché. Les gens qui veulent se convertir à la biomasse, on a de l'expérience pour les aider. Fait que, je pense qu'on est digne de confiance. Et voilà, c'est tout pour c'est tout pour le quiz interactif. J'espère que vous avez aimé le concept. En tout cas, moi, j'aime ça quand les présentations sont un peu colorées. Fait que je me suis dit, on va innover aujourd'hui, on va faire un quiz et non juste un webinaire. Donc, merci de votre participation. Si vous voulez en savoir plus sur notre projet de biomasse, là, juste à aller sur ce site web-là, naturequebec.org/projet/biomasse. Rendez-vous ici, vous avez plein d'informations pertinentes. Si vous-même ou des connaissances à vous que vous connaissez veulent se convertir à la biomasse, bien, il y a un site web pour ça, chauffage-biomasse.ca. C'est là qu'on commence c'est là qu'on voit les informations qui nous permettent d'entreprendre le projet. C'est là qu'on apprend à propos des évaluations de potentiel de conversion. Et on vous invite aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux. On est actifs sur Facebook, Twitter, LinkedIn, etc. Suivez nos activités. Et voilà, fait que je vais mettre fin à la présentation. Fait qu'on voit ici le classement final là, sur le Zoom. On voit Jamal avec tabarouette, en égalité avec Karine. Hein, ils ont le même nombre de points. Incroyable. Claire, ER, je pense que ER, c'est ma collègue Emmanuelle Rancourt. Je ne sais pas pourquoi elle n'a pas fini première. Elle connaît ça encore plus que moi, la biomasse. Etc. Donc, je vais arrêter le partage d'écran. Puis, c'est le moment de prendre les questions. Fait que si vous voulez poser une question, juste à cliquer là en bas sur votre Zoom, là, il y a un bouton Réaction. Vous cliquez dessus. Une fois que vous avez cliqué sur Réaction, vous avez levé la main. Juste à cliquer sur Lever la main si vous voulez poser une question. Ou encore, vous pouvez l'écrire dans le chat. D'ailleurs, je vois 4 commentaires dans le chat. Allô, je ne t'entendais pas avant. Maintenant, je n'ai changé aucun réglage. Suis-je le seul? Oh, OK. Ben là, il est trop tard. J'espère que tu m'entends, Jamal. Merci, Léo. Merci du bon commentaire. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Il n'y a pas l'air d'avoir de questions. Donc, oui. Un applaudissement. Merci, Emmanuel. J'en aurais une question, moi. Oui, allez-y. Juste valider, tout à l'heure, on a parlé que vous aviez 69 dossiers, grosso modo, de fait. Est-ce que c'est tous des dossiers de chauffage? Puis si oui, est-ce que c'est plus pour l'habitation, non pour l'industrie? C'est des dossiers de chauffage, oui. Ben, des dossiers de chauffage, mais il y en a aussi que c'est pour des procédés industriels comme l'ébullition d'eau d'érable, par exemple, le séchage de grains. On en a par rapport à ça. C'est pas juste industriel, c'est vraiment, il y en a que c'est dans le commercial, il y en a que c'est dans l'industriel, il y en a que c'est dans le municipal, institutionnel. C'est vraiment diversifié, là. Il y a vraiment, il y a plusieurs secteurs de l'économie qui bénéficient actuellement de la biomasse puis qu'on a accompagné. Merveilleux. Merci. Merci. Par contre, il y a un petit détail, c'est vrai que j'ai oublié de dire, là, le résidentiel n'est pas admissible à la subvention. Merci Emmanuel de me le rappeler. Le résidentiel, mettons une coopérative d'habitation ne pourrait pas. Bien, s'il n'y a plus de questions, je vais mettre fin. Oui, pourrait, mais pas du même programme. c'est ça. Il y a d'autres programmes de subvention qui existent, mais j'avoue, je ne m'y connais pas bien. Emmanuel, toi, tu te connais plus dans les autres programmes. Je sais qu'il y a quelques autres subventions, là, mais oui, Emmanuel. Non, on ne t'entend pas. On entend juste un petit peu de grichage. Mais en tout cas, il y a d'autres subventions qui existent. Elle va l'écrire dans le chat. Le programme Chauffe vert, ben voilà, le programme Chauffe vert qui existe. Ça, j'avoue, c'est quelque chose sur quoi je ne me suis pas encore bien penché, là, mais Emmanuel, elle connaît ça, le programme Chauffe vert. Pas d'autres questions?
Sentez-vous pas gêné. Bon, ben, je vais mettre fin à la présentation. Fait que je vous remercie vraiment beaucoup d'avoir été présent dans la présentation. Puis on va vous dire à la prochaine. On espère se recroiser dans un événement à thématique biomasse une prochaine fois. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tout le monde.